Merci, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Euh, donc, la chasse au clic, donc le référencement moteur de recherche. Je viens de l'univers, en fait, au départ, je suis un praticien, je viens de l'univers Yahoo. Donc, j'ai participé au référencement de Yahoo pendant 6 ans et également au référencement de la Coupe du Monde de la FIFA, des produits quelques Flickr que peut-être vous connaissez de nom. Pour ensuite quitter Yahoo, monter une boîte de référencement avec comme clients beaucoup de leaders de leur secteur. Voilà, il y a du 20 minutes, il y a du Cdiscount, du PMU, du RTL. Après, quelques médias, dont récemment France Télévisions. Et donc pas mal de références pour environ une gestion de 500 millions de clics moteurs de recherche par an, ce qui donne une bonne idée des usages de Google, des évolutions de Google. Je suis également praticien enseignant à l'Université de Genève, aux côtés de l'Université de Columbia, de Paris-Dauphine, et également de Google et Microsoft, pour en fait mettre le référencement au cœur d'un diplôme, justement dans un cursus MBA, pour pouvoir initier les élèves à cette technique. Parce que c'est important, le référencement pèse, ce sont des données de 2012, mais pèse 50% du trafic sur les sites majeurs français. Donc un clic sur deux sur un site provient des moteurs de recherche, donc, ce qui nécessite un petit peu d'attention. Et bien entendu, le moteur de recherche qui domine le marché, sans surprise, c'est Google, avec 92% de part de marché. Alors, ce qui vous concerne et ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le référencement vidéo. Et le premier point, quand on pense référencement vidéo, on doit absolument se poser la question du texte. Parce que la porte d'entrée du web, c'est le formulaire de recherche de Google. Et là, on est obligé de taper du texte. J'ai pris pour exemple une recherche autour d'une émission qui s'appelle Beats, d'Arte, en partant du principe que voilà, je regarde la télé, je vois un monsieur qui chante une chanson, ça m'intéresse, et donc je vais essayer de retrouver, à travers différentes recherches, à revoir cette chanson. Donc la chanson, cet extrait, c'est sur l'émission Beats Self-Made, et c'est Alain Pasteur qui chante. Donc la première recherche, je pense que beaucoup d'internautes risquent de taper, c'est revoir en replay Beats. Mais je ne trouve pas ce que je veux parce que dans les premiers résultats, il n'y a pas l'émission. Donc j'affine ma recherche. Revoir en replay Beats Self-Made, toujours rien. Donc j'ai Canal+ qui arrive devant, la chaîne parlementaire. Bon. Et en étant encore plus précis, revoir en replay Beats Self-Made chanson Alain Pasteur, je tombe sur le Facebook d'Alain Pasteur, mais toujours pas sur l'émission. Pourtant, cette page, elle existe bien. Et on voit l'émission à partir de cette page et on voit bien l'extrait. Alors pour comprendre, donc là on est sur la partie texte, pour comprendre, il faut aller dans Google, dans les résultats de recherche, on trouve la page, et on regarde, vous avez une petite flèche, c'est en cache. Qu'est-ce que Google a trouvé sur cette page? Alors quand on regarde en cache, on voit le désert. En fait, Google n'a absolument pas vu la vidéo, et il retourne aucun texte. Et quand vous êtes dans le cache de Google, vous pouvez voir votre page en version texte seul. Et voici ce qu'on voit. Il n'y a pas du tout de contenu éditorial. Donc Google ne peut absolument rien comprendre. Alors,
si, il y a quand même un petit bout de code qui se trouve tout en haut. Voilà. Alors là, pour bien vous illustrer le fonctionnement de Google, on va rechercher juste ce petit bout de code dans Google. Et là, on voit bien que c'est bits qui est retourné. Bien entendu, ce n'est pas ce qu'on va chercher en priorité, mais ça doit vous alerter sur le fonctionnement du moteur de recherche. Donc si vous voulez référencer des vidéos, la première chose que vous devez penser, c'est le texte. C'est indispensable. Bien entendu, votre texte va motiver la perception algorithmique, va motiver le nombre de recherches auxquelles cette page va être retournée. Donc il faut que ce soit riche, il faut que votre contenu soit unique. Là, je vous garantis que Google met beaucoup de pénalités actuellement sur les contenus qui sont dupliqués, et aussi pertinent. La pertinence, on va le voir un peu plus loin. Donc vous devez décrire, vraiment commenter. Et si vous devez vous poser une question, si vous avez fait une vidéo et que vous voulez la mettre en ligne, c'est voilà, mon contenu texte, il est où? Vous avez les moyens, vous pouvez aller dans le cache de Google, bien regarder s'il y a du texte qui est associé à votre page. Malheureusement, c'est le cas pour Bits. Il y a une dépendance qui est énorme par rapport au choix, donc aux outils, au Content Management System, ou aux outils que va vous fournir votre webmaster ou votre entreprise pour publier les vidéos. Donc là, il faut faire très très attention. Et vous n'avez pas toutes les cartes en main. Le deuxième point, c'est la page. Ça paraît tout bête, ça. Les moteurs de recherche retournent des pages dans les résultats, mais pas des fichiers vidéo. Pour illustrer, voilà, une recherche, peut-être que ça marche également sur votre navigateur, mais vous faites Hotel California, vous allez voir, Google va vous sortir une très très belle image avec un player. Quand on clique sur le bouton play, en fait, on part directement sur YouTube et on va lire la vidéo sur une page. C'est un couple que Google ne dissocie pas. Google va renvoyer des pages, va trouver une vidéo, va trouver peut-être des choses intéressantes dedans, du texte aussi, mais va toujours envoyer une page comme résultat. Tout simplement parce que pour interagir, pour laisser des commentaires, pour partager, Google voilà, est obligé de retourner la page. Ce qui pose un vrai problème, c'est comment vous rendez votre page accessible au moteur de recherche. Alors ça, c'est pas évident, vous allez voir. Juste en 10 secondes, comment fonctionne un moteur de recherche. Là, vous prenez le petit explorateur de Google. Il va arriver sur la page d'accueil du site. Et ensuite, il va suivre tous les liens hypertextes. Si vous voulez rajouter une page avec une vidéo ou avec n'importe quel contenu, cette page n'existera qu'à la seule condition qu'il y ait au moins un lien provenant d'une page qui est déjà dans l'index de Google. Si vous n'avez pas de lien, vous ne serez pas indexé. C'est une règle de base. On va prendre un exemple pour illustrer le fonctionnement. Le film, donc le dernier film de Luc Besson, Lucie, je crois que c'est le plus gros budget pour EuropaCorp. Il y a une jolie page, un joli site, avec une newsletter, avec la vidéo, de la bande-annonce. Ça doit être la page. Quand on tape Lucie, on devrait tomber sur cette page-là. En réalité, on ne trouve pas cette page. Vous pouvez chercher, vous n'avez pas trouvé la page sur le site de Luc Besson. Donc là, il y a une commande qui permet de comprendre pourquoi cette page est totalement absente. Et
comment ça se fait, c'est incroyable, mais voilà, EuropaCorp n'a pas de page indexée pour Lucie. Il y a une commande qui s'appelle site de points, donc retenez bien, parce que ça, vous pouvez le taper sur, l'utiliser comme outil. Donc là, on fait une recherche que sur le site d'EuropaCorp, et on recherche le mot-clé Lucie. Et là, il n'y a qu'une page. Il n'y a que la page d'accueil. Donc, il n'y a pas la page avec la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est très simple. Le moteur de recherche, donc le petit explorateur de Google, le petit robot, eh ben, il va essayer d'accéder à cette URL, celle qu'on a vue tout à l'heure, sauf que lui, ben, il s'arrête et tout ce qui est après le dièse, qui est en fait une encre, alors c'est technique, hein, mais voilà, c'est une encre, ben, tout ce qui se trouve après une encre n'est pas accessible pour le moteur de recherche, va être ignoré. Donc quand il atteint cette URL, en fait pour lui, c'est la page d'accueil, avec le contenu de la page d'accueil qui est associé. Donc là vous voyez, c'est du Luc Besson, c'est du lourd, normalement ça devrait être solide, ça devrait être quelque chose d'éprouvé, ça devrait être une référence, mais là, on tombe sur un cas, il y en a beaucoup d'autres, mais un cas où Google ne peut pas accéder au contenu, donc ne peut pas retourner le contenu dans ses résultats de recherche. Et approximativement, Lucie, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 500 000 clics par mois. Voilà, une réserve de 500 000 clics par mois. Je vous assure que la newsletter, elle pourrait être bien remplie. Si voilà, Google avait trouvé la page, il l'aurait certainement mis dans les premières positions. Donc là, c'est un cas qui est concret et qui illustre bien les problèmes qui sont vraiment techniques. Donc, quand vous avez une page qui contient une vidéo ou qui ne contient pas de vidéo, vous devez absolument vous assurer qu'elle est bien accessible avec des liens. Donc il n'y a pas de formulaire de recherche à remplir, il n'y a pas de technologie Ajax, JavaScript, Flash. En gros, il faut bien vérifier que voilà, vous voyez la page dans Google, donc tout se passe bien. Si vous ne voyez pas votre page, c'est que là il y a un problème, et donc il faut réagir, trouver un plan B. Et si vous avez un catalogue vidéo, vous voulez le rendre accessible à Google, il faut déjà rendre accessibles les pages, c'est la règle d'or. Vous ayez bien des liens HTML, des petits liens, voilà. Vous allez sur Wikipédia, il y en a plein, c'est ça. Il y a aussi une notion intéressante qui est, pour Google, Google ajuste son classement par rapport au nombre de liens qu'une page peut avoir. Plus vous avez de liens, plus Google considère qu'on a effectué des votes sur votre page support, et donc peut positionner un peu mieux votre contenu par rapport aux autres. Donc l'autre grande question à vous poser, c'est est-ce que des liens pointent vers ma page? Et là aussi, vous risquez d'avoir une dépendance extrêmement forte par rapport à tous les outils que vous pouvez utiliser, je sais pas, du WordPress, du Joomla, etc. Et également votre process de production, est-ce que vous remplissez un flux pour soumettre vos contenus vidéo? Donc là, vous êtes hyper dépendant. Par contre, vous pouvez promouvoir vos contenus à l'extérieur du site et donc générer des liens depuis, entre autres, Google+. Facebook, ce sera ignoré. Twitter, ce sera ignoré. Mais Google+, Google va considérer que ces liens vont compter pour son algorithme. Donc, c'est un bon support. Sinon, ben, c'est tout ce qui est blog, faire connaître vos contenus et obtenir des liens depuis d'autres sites. La pertinence. Alors désolé, la charte graphique est cassée, c'est pas la présentation d'origine. Quand on parle de pertinence, au niveau moteur de recherche, en fait, il faut essayer de réfléchir à l'envers. Vous avez votre contenu, voilà, vous dites ce que vous faites, mais finalement, ça ne fonctionne pas tout à fait dans ce sens-là. Il faut provoquer une rencontre. Et ça, cette phrase, essayez d'identifier les mots que les internautes sont susceptibles d'employer pour rechercher vos pages. Qu'est-ce qu'on peut taper pour rechercher mes pages? Et ensuite, utiliser ces termes sur votre site. Ça, c'est quelque chose de très important, de logique.
surtout quand c'est Google qui le dit. Ça, c'est les recommandations de Google. C'est la base. Quand vous avez produit une vidéo, voilà, vous vous attendez peut-être à ce que les internautes tapent certaines recherches. Bah, c'est ce que vous dit Google. C'est d'abord penser à toutes les recherches que pourraient faire les internautes et ensuite essayez d'utiliser les termes sur votre page, dans vos contenus. Ça, c'est le bon raisonnement. Alors, c'est ce qu'on va appeler, vous avez tous entendu parler de mots-clés, de keywords, keywording. Donc, c'est cette réflexion. Et cette recommandation de Google, il ne faut pas la prendre au-dessus de l'épaule parce que c'est celle qui vaut beaucoup de sous et ceux qui ont compris, eh ben, ils gagnent beaucoup d'argent. C'est ce que j'appelle le user first. Donc, vous avez produit un contenu, vous avez beaucoup investi en temps, en énergie, voilà, mais vous avez fait finalement un bon bout du chemin. L'autre chemin, ça va être de faire ça. Donc, trouver ce que les internautes peuvent taper. Alors, dans le cas de Bits ou dans le cas de beaucoup de programmes de télévision, on va avoir toute une sémantique qu'il faudrait, à mon avis, ajouter dans les pages, comme revoir, replay, émission, voir. Enfin voilà, vous avez des mots-clés qui sont, à mon avis, cœur de métier. Mais tant que vous n'avez pas mis ces mots-clés dans vos pages, Google ne va pas vous trouver. Ce n'est pas une génération spontanée. Donc, réflexion sur comment on peut trouver mon contenu et à partir de quelle requête. Chose très intéressante, aujourd'hui, on a des nouveaux moyens. Donc, il y a le OK Google qui permet de générer automatiquement des requêtes à la voix. On a Siri sur tout ce qui est iOS, iPhone, iPad, etc. Et on a tout un tas de formats, donc de nouveaux périphériques, où on peut formuler des questions. Donc, on va transformer des questions, donc en analyse vocale des questions, dans le moteur de recherche, dans la ligne de commande. Bah ça, c'est nouveau, c'est intéressant parce que ça aussi, vous devez peut-être l'anticiper. Comment, au lieu de taper, donc quand on tape avec un clavier, il y a certains mots qu'on ne va pas mettre, mais quand on cherche avec la voix, on va avoir un langage beaucoup plus naturel. Et donc là, c'est exactement le même exercice. Comment vous pouvez anticiper tout ce qu'une personne pourrait dicter à un moteur de recherche pour trouver vos contenus. Alors, pour illustrer la puissance et l'importance du mot-clé pour Google, on va prendre l'exemple d'un truc récent. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Bendgate pour l'iPhone 6. Donc voilà, il se plie. Bon. Mais si on fait la recherche dans Google, Bendgate, bah, tous les médias qui auront mis, ou les éditeurs de contenu qui auront mis pliure d'iPhone, etc., bah, ils ne vont pas apparaître sur Bendgate tant qu'ils n'auront pas mis le mot-clé Bendgate. Et là, cette recherche, donc, qui est très concurrentielle, elle permet vraiment de caricaturer le fonctionnement de Google. Alors, tout ce qui est cliquable dans un résultat de recherche, voilà, vous pouvez regarder, il y a toujours Bendgate dedans. Soit au début, soit un petit peu vers la fin, mais c'est toujours présent et c'est mis en gras. Et tout ce qui est cliquable est en fait partie d'une balise qui se trouve dans la page. C'est une balise HTML qui s'appelle une balise title, qui est la balise la plus importante pour un moteur de recherche. Donc cette balise title, elle doit contenir Bendgate. Là, vous avez toutes les fois où Bendgate apparaît dans la page. Il n'y a aucune exception. Donc cette balise, elle assure la pertinence de votre page et c'est elle finalement qui va assurer la pertinence de votre vidéo. Tant que vous n'avez pas mis les bons mots-clés dans cette balise, bah, vous serez difficile à trouver dans les résultats de recherche. Donc une autre question que vous devez vous poser, c'est tiens, on m'a parlé de cette balise title, j'y connais rien, je ne sais pas ce que c'est l'HTML, voilà, j'ai pas envie de savoir, mais vous pouvez au moins vous poser la question, est-ce que je peux éditer cette balise? Est-ce que je peux contrôler le contenu de cette balise? Ça, c'est très important. Dans WordPress,
dans beaucoup d'outils de gestion de contenu, en général, la balise title, c'est le titre de votre article. Donc, vous pouvez déjà travailler cette balise directement. Sinon, voilà, posez la question à votre webmaster pour obtenir une réponse. Toujours, vous êtes dépendant des capacités techniques qu'offre votre support. Sinon, il y a une autre balise qui est importante, c'est la balise H1. Alors cette balise H1, c'est toujours du chinois, mais elle doit contenir les mots-clés que l'internaute a recherchés. Si on prend les résultats sur Bengate, je prends le premier résultat naturel et je regarde. Donc là, il y a un outil qui extrait les balises H. Bon. Et on voit que j'ai bien une balise H1 dans ma page qui prend bien le titre. En fait, c'est les balises en tête, donc qui doivent donner à Google ou même aux synthétiseurs vocaux pour les déficients visuels, entre autres, de leur dire, bah voilà, quel est le titre de la page. Qu'est-ce qu'il faut lire en premier? Donc là, on voit que c'est bien balisé. Le H1, c'est sur le titre de l'article. Ça, c'est pour le premier résultat. Pour le deuxième résultat, on a également un H1 avec toujours Bengate, il n'y a pas de problème. Troisième résultat, pareil, c'est nickel. Quatrième, pareil. Cinquième résultat, c'est bon. Sixième, ah, là ça coince. Là, le H1, il est systématiquement mis sur le logo du site. Donc ça, c'est une très très mauvaise pratique SEO. Heureusement, il y a une balise H2 qui permet à Google d'avoir un titre secondaire. Mais bon, c'est pas une bonne pratique. Et on pourrait se poser la question, tiens, est-ce qu'ils avaient, en intervertissant les H1 et les H2, peut-être que ce résultat serait, enfin cette page peut être première ou deuxième. Elle aurait pu peut-être améliorer son classement. Le septième résultat, c'est aussi intéressant, c'est Twitter. Alors là, pareil, il n'y a pas de balise H1. Pourquoi, je ne sais pas. Et il y a une balise H2 qui contient Bengate. Ça, c'est des éléments techniques. Mais si vous voulez être présent dans les moteurs de recherche, vous devez surveiller vos balises title et votre balise H1. Et donc la H1, est-ce qu'elle est bien utilisée sur la page de mon site? Ça, vous pouvez poser la question également. C'est un gros levier. Est-ce que vous pouvez l'éditer? Est-ce que vous pouvez la changer? Ça aussi, c'est intéressant. Et vous dépendez techniquement de votre solution de gestion de contenu. Alors, en introduction, on a vu que le texte était très important, mais l'éditorial pour Google, c'est une mine d'or. C'est ce qui va permettre de différencier les contenus. Et si on prend le premier résultat, celui qui a été le plus pertinent pour Google, on voit qu'il y a beaucoup de texte, beaucoup de contenu qui se trouve en plus dans la partie visible. Donc ça, c'est des signaux qui sont très intéressants à travailler. Beaucoup de texte, tout placé tout en haut de ma page. Le deuxième résultat, il a un peu moins de texte, mais il a du texte quand même. Donc ça, c'est une attention toute particulière que vous devez avoir sur l'éditorial. Il doit être pertinent, il doit avoir les mots-clés. Dans le cas présent, il faut au moins parler de Bengate. Plus il est haut dans votre page, plus il sera valorisé. Donc est-ce que vous pouvez mettre des chapeaux? Est-ce que vous pouvez ajouter des commentaires directement au-dessus? Et si vous faites du reportage, vous serez peut-être intéressé par obtenir une transcription de votre, je sais pas, documentaire, vidéo. Et si vous pouvez mettre cette transcription dans votre page, alors là c'est le Saint Graal, parce que l'internaute va pouvoir accéder absolument à tout ce qu'il y a présent au niveau audio, texte, tout ce qui est présent dans la vidéo. Donc le coût de la transcription, c'est une excellente idée. Et pareil, est-ce que vous pouvez modifier votre contenu éditorial? Est-ce que vous pouvez le faire évoluer? Google donne une petite prime
aux contenus qui sont frais, qui sont mis à jour. Donc là, c'est une question que vous pouvez aussi vous poser. Est-ce que je peux le changer? Vous êtes toujours dépendant sur la technique pour faire tout ça. Le dernier facteur, il y en a beaucoup d'autres, mais le dernier qui est vraiment représentatif, c'est l'URL. Donc c'est ce qui est affiché dans le navigateur. Et si vous prenez les 7 premiers sites qui sont listés sur la requête BenGet, bah vous voyez qu'elles contiennent toutes BenGet dans l'URL. Donc en raisonnant par l'absurde, si vous faites un contenu qui parle du BenGet, vous ne mettez pas BenGet dans votre URL, vous ne le mettez pas dans votre title, vous ne le mettez pas dans votre balayage H1, vous n'avez pas d'éditorial en haut de votre page, à mon avis, vous allez avoir du mal à concurrencer ces sites. Idem sur l'URL, est-ce que vous pouvez l'éditer? Est-ce que vous avez un minimum de contrôle dessus? Ça, c'est un autre point. Malheureusement, vous êtes dépendant de la technique. Donc, title, H1, contenu éditorial, URL, si vous assurez ça, vous assurez 99% de votre référencement. Alors, il y a d'autres critères. Il y en a juste un que je vais vous brièvement vous présenter, qui est en fait, c'est pas le temps de chargement de votre page, c'est la vitesse à laquelle votre serveur répond aux sollicitations de Google. Donc là, c'est une étude qui a été menée par SEO Moz. On voit sur 100 000 résultats de recherche aux États-Unis, on voit clairement que les sites qui sont les plus rapides sont listés dans les 7 premières positions, qui sont listés en bas. Et ces sites, ils ont un temps de chargement en dessous de 500 millisecondes. Donc c'est la prime à celui qui est le plus rapide. À concurrence égale, on peut estimer que, j'ai pas fait le travail pour BenGet, mais on peut estimer que les sites qui répondaient le plus rapidement sur cette recherche ont pu également être mieux positionnés. Donc la vitesse est un facteur très important. Donc là, on va aborder le point sur l'intégration des vidéos. Donc là, on a beaucoup parlé de pages, de supports, de techniques. Mais maintenant, comment votre vidéo peut être intégrée et peut être valorisée grâce à l'intégration. Alors, Google a des différents moyens pour afficher les résultats. Là, on voit que sur la recherche, donc ça, je recherche les premiers pas sur la Lune. Il y a des résultats qui ont des petites vignettes qui indiquent que ce sont des résultats, mais donc des pages qui contiennent des vidéos. Donc ces petites vignettes-là, il y a un moyen de les obtenir. Et donc, ça vous donne beaucoup de visibilité. Ça augmente le nombre de clics. Et je vais juste vous montrer comment on peut le faire. Donc, dans les moyens faciles, il faut déjà que votre vidéo elle soit pertinente pour être listée. Ça, c'est la base. Que vous ayez du contenu éditorial, pareil, autour de la vidéo. Parce que c'est grâce au contenu éditorial que Google peut estimer que votre vidéo est pertinente. Et ensuite, si vous utilisez le marquage Open Graph, qui est un marquage en fait Facebook, eh bien, vous allez pouvoir obtenir cette valorisation avec la petite vignette et puis le petit bouton play sur votre résultat moteur de recherche. Après, si vous avez d'autres moyens, si vous utilisez une balise HTML5 qui s'appelle la balise vidéo, qui est une balise universelle, là aussi vous risquez d'être beaucoup plus pertinent parce que votre vidéo, par exemple, elle ne se lit pas dans un flyer Flash qui serait limité à iOS, donc avec une balise vidéo et des formats MP4 ou autres. Vous assurez que cette vidéo est bien lisible par tous les périphériques. Donc Google peut également ressortir votre vidéo sur tous les périphériques mobiles, entre autres. Donc ça, c'est relativement simple à mettre en place.
Ça ressemble à ça. Désolé, hein, c'est pas beau. C'est du code source. Mais ça donne ça en résultat. Alors, juste pour voilà, vous situer un peu, on peut donner une image. Donc, pour construire ce résultat vidéo, on fournit à Google une capture écran, enfin une capture de sa vidéo. Donc là, on peut choisir. C'est bien parce que ça peut être impactant. À partir de là, on a un beau résultat de recherche. Le danger, il y en a un, c'est que ce résultat, en fait, cette mise en avant, elle peut être confusante. Imaginons que vous soyez en charge des vidéos pour un site e-commerce. Moi, je vous déconseille fortement de faire cette intégration-là, parce que pour les internautes, ça risque de plus être perçu comme un produit, mais comme une vidéo. Et donc, les internautes, ils vont pas cliquer, parce qu'eux, ils recherchent à acheter quelque chose, donc ils veulent pas une vidéo comme résultat. Donc, attention quand même à cette mise en avant. Pour certains sites, c'est pas toujours adapté. Au niveau de l'intégration, Google est de plus en plus exigeant et donc oblige les sites pour retourner des petites vignettes là. Il faut que la vidéo soit hébergée par le site. Alors c'est pas toujours le cas. Maintenant, la quasi-totalité des vidéos sont hébergées sur soit Dailymotion, soit YouTube. Et j'ai trouvé un cas intéressant d'un site qui réussit à contourner cette règle de Google. Donc voilà, c'est Coreus. Et donc ce site réussit l'exploit de faire un strike. Toutes les vidéos que ce site publie bénéficient d'une petite vignette. Alors que c'est bien du YouTube qui est lu dans la page. Alors qu'est-ce que fait ce site pour y arriver? En fait, on ne voit pas beaucoup, mais en fait, ce site trompe Google. La vidéo elle est sur YouTube, mais en fait, ce site fait croire que cette vidéo est sur son site. Donc Google prend pour argent comptant ce qu'on lui a indiqué comme référence pour trouver le fichier vidéo. Donc là, il se trouve bien sur le site de Coreus, mais en réalité, on lit bien une vidéo YouTube. Mais ça peut c'est intéressant parce que ça peut vous illustrer qu'il faut vraiment que la vidéo soit sur le site qui diffuse le contenu pour avoir cette valorisation algorithmique. Alors, dans ce qui est difficile à faire, ce que conseille Google, il y a l'utilisation de balisage schema.org. Donc ça, c'est compliqué à mettre en place. Que la vidéo soit également accessible via le code source HTML, là aussi c'est très compliqué, je vous assure. Il y a très peu de sites qui arrivent à le faire. Que vous puissiez produire un plan de site XML, donc ça c'est un document technique qu'on soumet dans les outils de Google qui donne plein de références à la vidéo. Là c'est aussi très compliqué à réaliser. Et dans le cas où vous souhaitiez publier sur YouTube, vous pouvez également produire un fichier de sous-titres. Donc là c'est pareil, c'est très compliqué à faire, mais c'est des choses qu'on peut associer à une vidéo pour qu'elle soit qualifiée. Et vous pouvez rajouter des métadonnées, donc là c'est le stade le plus avancé, donc des métadonnées directement dans votre fichier vidéo pour donner des informations sur le contenu, l'auteur, éventuellement un copyright. Donc ça c'est des optimisations qui sont difficiles, mais si techniquement vous pouvez le faire, c'est parfait et vous dépendez vraiment de votre technique, de votre CMS pour pouvoir faire tout ça. Google met à disposition des webmasters n'importe qui, donc des bonnes pratiques, des recommandations concernant l'intégration des vidéos, ce qui résume à peu près les deux slides précédents. Je vous invite à regarder la position de Google.
Vous allez voir, c'est quand même pas simple, en sachant que ça a beaucoup évolué, hein. Google est de plus en plus opaque sur les techniques pour permettre de bien référencer des vidéos. Il y a encore 2-3 ans, c'était beaucoup plus riche, il y avait beaucoup plus d'exemples. Là, maintenant, c'est très austère, comme si Google voulait durcir le ton. Pour terminer, je vais vous présenter des outils qui vont vous permettre de mesurer si vos contenus vidéo sont consultés, vus, etc. Donc il y a un outil qui est gratuit, qui s'appelle le Google Webmaster Tools. Donc il faut juste un compte Gmail. Il faut indiquer à Google qu'on est propriétaire du site en envoyant un petit fichier sur le serveur. Et à partir de là, Google va vous fournir toute une multitude de renseignements sur votre site. Si vous avez un problème, il va vous envoyer une alerte. Il y a une section du site qui est dédiée au trafic vidéo. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est le seul outil que vous allez trouver sur le marché qui va vous donner des informations sur le nombre de fois que vos résultats, vos pages ont été affichées dans les résultats de recherche. Donc sur les affichages, ce n'est pas des clics, c'est différent. Vous allez avoir les clics par contre. En retour, j'ai été affiché, admettons, 1000 fois, mais j'ai eu 20 clics. Bon, pas terrible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le CTR, c'est le taux de clic que Google va vous fournir par page, par mot-clé. Les URL qui sont importantes, donc sur quelle URL vous faites votre trafic. Donc vous pouvez remonter jusqu'à 90 jours au niveau des données. Et ça, c'est des vrais indicateurs qui peuvent vous fournir des renseignements. Est-ce que vous gagnez des parts de voix? Est-ce que vous progressez dans les résultats de recherche en termes de position, d'affichage, de clics? Voilà. Ça, c'est gratuit. Allez-y, c'est le Google Webmaster Tools. Et donc, compte Gmail, une authentification par le dépôt d'un fichier sur la racine du site, et c'est OK. Alors voilà ce qu'on voit dans une des vues de cet outil. Là, c'est le trafic vidéo d'un acteur, hein, j'ai flouté. C'est un gros site grec, en fait. Donc là, Google vous donne les requêtes. Donc sur quelle requête vous avez été affiché. Le nombre de fois. Donc là, c'est sur une période de 30 jours. Le nombre de clics que vous avez eu par requête. Votre taux de transformation. Et ça, c'est très intéressant, c'est votre position moyenne. Alors, qui est avec des virgules, parce que Google personnalise les résultats de recherche. Donc pour certains internautes, si vous allez régulièrement sur un site, Google va, sur votre navigateur, propulser ce site-là un peu plus haut dans les résultats de recherche, ce qui explique ces nombres à virgule. Mais bon, ça c'est une information très intéressante que vous pouvez suivre, et donc vous pouvez voir, hein, je gagne des positions où j'en perds, et à partir de là, agir. Vous avez également des outils qui permettent de filtrer, donc aller taper voilà, tout ce qui est Samsung dans le site, qu'est-ce que ça me génère, et votre segmentation, pardon, vous aviez aussi une segmentation par pays, donc là vous voyez, si on a cherché votre site depuis certains pays francophones, est-ce qu'en Suisse, en Belgique, on a trouvé mon site, voilà, donc là vous pouvez le voir directement, c'est la colonne du milieu là dans le filtrage. Un autre outil que je vais vous présenter, c'est Searchmetrics, qui est un outil extrêmement puissant, outil payant, qui travaille sur une base de 11 millions de mots-clés pour la France. Donc cet outil, il fait 11 millions de requêtes toutes les semaines. Il relève la position de tous les sites, bien entendu du top 50, ou même du top 100. Et à partir de là, quand on demande où se situe tel ou tel site, ce qu'il fait, il regarde dans sa base à chaque fois qu'un site est apparu, et il donne des points par rapport au volume de recherche de chaque mot-clé. Donc c'est ce qu'on appelle un indice. Donc si vous avez
un mot-clé comme, admettons, Lucie, qui est cliqué 500 000 fois, enfin recherché 500 000 fois par mois, et que vous êtes premier, vous allez avoir un gros indice de visibilité. D'accord? Par contre, si vous êtes 50e, vous allez avoir un indice un peu plus faible. Et Google fait une somme de tous ces indices pour 11 millions de requêtes. Mais il ne fait pas que ça, enfin, cet outil Searchmetrics, pardon, il ne fait pas que ça, il regarde également qui achète du trafic, sur quel mot-clé, à quel prix, ça il peut le déduire, et il regarde s'il y a des sites qui ressortent avec des petites vignettes, vidéo, entre autres. C'est un outil qui travaille sur une totalité de 240 millions de mots-clés et sur 20 pays. C'est-à-dire que vous pouvez savoir où vous êtes positionné, votre site est positionné en Angleterre, aux États-Unis, voilà, en Suisse. Voilà. Ça, vous allez pouvoir avoir ces informations à travers cet outil. Là, c'est une vision du trafic sur W9. Trafic total. Donc là, on voit le trafic naturel, excusez-moi. Ça, c'était du trafic naturel. Donc on voit que la courbe d'exposition a tendance, sur les derniers mois, à décliner un petit peu. On a la liste des mots-clés que fournit l'outil. Donc voilà, W9 fait son trafic à partir de ces mots-clés-là, sur ces URL-là, et en moyenne positionné sur premier, dixième, etc. Et très intéressant, l'outil fournit une indication sur l'exposition universelle. Donc ce qui nous intéresse là, c'est le trafic vidéo. Voilà, là on est sur la vue vidéo, donc on voit que W9 a eu là on doit être sur 2 ans, donc a eu pendant presque 2 ans une croissance, et là boum, ça chute. Donc ça c'est intéressant de pouvoir déjà le voir. Et quand on remonte un petit peu dans le temps, grâce à cet outil, donc on peut revenir à n'importe quelle date, parce que les points d'exposition, les points de calcul se font toutes les semaines. Donc là, je me suis mis dans le passé, donc c'est au 17 juillet 2014. Bien en fait, au 17 juillet, le site avait une exposition, était retourné dans les petits résultats vidéo. Donc tout ça, ça a été perdu. L'outil donne également des options pour calculer, enfin pour faire des estimations sur le nombre de clics, mais également sur l'exposition vidéo. Là, on voit sur le mot-clé reportage, qu'on a recherché dans l'outil, on voit qu'il y a 26 000 recherches sur le mot-clé. On a le prix, si vous voulez acheter ce mot-clé aux enchères, le budget à peu près équivalent sur le mot-clé. Et on voit surtout les mots-clés qui génèrent de l'affichage vidéo. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant parce que vous pouvez cibler, quand vous allez rédiger une balise title, ou cibler des mots-clés, vous pouvez essayer de cibler des mots-clés qui sont les plus recherchés par l'internaute et qui déclenchent l'affichage de résultats vidéo. Donc là, l'outil est capable de donner 1400 mots-clés, plus de 1400 mots-clés juste sur reportage et ses dérivés. Donc ça, c'est un bel outil de travail. Et enfin, vous pouvez comparer les expositions. Comparer les expositions, donc là on voit les expositions de M6, W9, France TV Info et France 2. Voilà. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même un problème. Parce que il y a à peu près 2 mois, tous ces acteurs ont perdu de la visibilité vidéo. C'est-à-dire que Google a fermé le robinet et n'a plus affiché de petites vignettes dans les résultats de recherche. Il n'y a qu'un outil comme ça qui peut vous le montrer. Et donc, ça explique entre autres ce que fait Correus. Ça explique que Google impose maintenant
aux éditeurs d'héberger la vidéo sur leur site. Avant, ce n'était pas le cas. Donc là, vous voyez un peu l'exposition que pouvait avoir entre autres M6. Et tout ce qui a été perdu surtout. Et on peut aussi comparer l'exposition de gros sites. Donc là, en bleu, c'est Lina, donc très faible exposition. Dailymotion en vert. Watt, donc ça c'est TF1 en orange. Et YouTube, voilà. Donc là, vous pouvez voir un petit peu la tendance. Donc là, c'est sur la plus grande période. Hein. C'est jusqu'en avril 2011. Depuis avril 2011 jusqu'à maintenant. Et vous pouvez voir la stratégie de Google qui semble avoir décidé de... Allez, je vais pas dire tuer ses concurrents, mais en tout cas exposer de moins en moins et de manière très régulière Dailymotion, voilà, TF1, les autres sites. Par contre, pour YouTube, il n'y a pas de problème. L'exposition est toujours excellente. Ça ne veut pas dire que Google a un traitement hyper privilégié pour YouTube. Ça veut juste dire que Google change les règles du jeu, les adapte, à mon avis pas à son désavantage, en tout cas pas au désavantage de YouTube, mais les adapte pour voilà, durcir l'affichage des petites vignettes, entre autres. Donc là, je vous ai expliqué que précédemment que il y a des choses faciles, enfin plus ou moins faciles, c'est pas non plus, ça se fait pas en claquant des doigts. Mais voilà, vous avez des petits moyens pour essayer de compenser cette tendance. Il faut suivre, il faut être vigilant et donc connaître les règles du jeu. Donc l'outil Searchmetrics, vous voyez, c'est un outil qui est vraiment puissant et donc qui permet de comparer les expositions vidéo et les tendances de Google. Alors, cet outil, il permet de répondre à plein de questions. C'est est-ce que mon site a été pénalisé? Est-ce que je suis mieux positionné par rapport à la concurrence? Est-ce que mes concurrents génèrent plus de trafic vidéo que moi? Est-ce que des concurrents achètent des mots-clés? Si oui, lesquels? Donc ça, c'est des informations que vous pouvez avoir. Est-ce que je suis visible dans les réseaux sociaux? À concurrence de quel niveau? Et comment vous évoluez? Est-ce que vous gagnez des parts de voix dans Google ou est-ce que vous en perdez? Et au final, ben, voilà, grâce à un outil comme ça, vous êtes capable de savoir si tous les efforts que vous avez investis dans la promotion de vos vidéos sur Internet, si ces efforts ont été sanctionnés par ont été couronnés de succès, ou alors est-ce que vous êtes planté? Voilà. Ça, c'est l'outil Searchmetrics. Est-ce que vous avez des questions? Ne connaissant pas cet outil, je me permets de vous demander s'il est tout autant opérationnel sur des contenus éditoriaux écrits ou s'il est particulièrement adapté au contenu vidéo. En fait, il est totalement adapté à tout type de contenu, vidéo, images. Il calcule même la visibilité dans Google, enfin, tout ce qui est résultat d'actualité. Il faut savoir si vous êtes exposé. Et également si vous êtes exposé dans Google Maps. Donc voilà, c'est un outil qui va vous permettre d'avoir une visibilité totale sur ce qui se passe dans le moteur de recherche pour votre site. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, moi je me demandais comment ça se passait par rapport au référencement dans YouTube, parce que les titles ne sont pas tout à fait Ouais, le référencement YouTube, c'est un référencement qui est un petit peu particulier. Alors évidemment, concernant les balises title, les H1, le contenu éditorial, évidemment ce que fait YouTube c'est parfait, hein, il ne manque rien, le balisage est parfait, donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de résultats YouTube remonter dans les recherches, tout simplement parce que ça répond aux critères de Google. Donc là, c'est vrai qu'en hébergeant une vidéo sur YouTube, finalement, YouTube fait le boulot à votre place d'optimisation. Ça, c'est un élément intéressant. Et après, sur YouTube, je parlais tout à l'heure de la transcription et de tout ce qui était sous-titres.
effectivement, ça, on va retrouver. Donc, si vous fournissez de la transcription, ou même maintenant, il y a de la transcription automatique qui est réalisée sur des contenus français. Donc là, vous pouvez effectivement avoir une visibilité dans YouTube sur des mots-clés qui seraient directement reliés au contenu de votre vidéo. Donc, mais c'est un monde à part quand même. D'autres questions ? Bon, bah, je vous remercie. Du coup, je rapidement, est-ce qu'il peut y avoir des avantages d'utiliser son propre lecteur en termes d'SEO que YouTube? Ou le mieux c'est YouTube si on n'a pas d'autres soucis En fait, YouTube propose plein de choses intéressantes, entre autres de la monétisation. Oui, enfin, il y a plein d'avantages et de Ouais. désavantages de YouTube qui n'ont rien à voir avec le SEO. Donc juste uniquement en termes de SEO, est-ce qu'il peut y avoir des avantages de ne pas être sur YouTube? Alors effectivement, c'est une bonne question. Être sur YouTube ou ne pas être sur YouTube, je dirais que moi, je propose toujours à mes clients, entre autres, de limiter leur exposition sur YouTube pour qu'ils puissent bénéficier du trafic sur leur site et pouvoir récupérer éventuellement des contacts, d'inscription newsletter, conserver le trafic sur leur site pour pouvoir le valoriser. Effectivement, quand on a une chaîne YouTube, c'est très bien, on peut la monétiser, c'est très intéressant, mais quelque part, on renvoie, c'est un petit peu comme pour Facebook, c'est le choix, est-ce que je renvoie mes internautes, je fais une pub télé, est-ce que je renvoie mes internautes sur Facebook, ou est-ce que j'essaie de renvoyer sur mon site? C'est pas du tout la même logique. Sur Facebook, vous allez avoir très peu de retours sur votre site, alors que en termes de valorisation, il faut voir ce que vous cherchez à réaliser, ce que vous voulez du trafic pour faire connaître votre site, vos produits, votre marque. Bon, YouTube peut être une réponse. Je ne pense pas que ce soit la meilleure réponse pour tous les sites. Oui, les vidéos Facebook sont très très bien référencées. Oui. Ouais. D'autres questions ? Non? Ok. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous propose de rester tous assis puisqu'on va enchaîner avec la deuxième conférence consacrée cette fois au newsfeed et donc au référencement, mais sur les réseaux sociaux, comment finalement être présent sur le newsfeed des utilisateurs sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Et ça sera une keynote de Damien Tremblay de The Metrics Factory.